Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous renouveler votre fidélité. Votre émission Le Jury du Dimanche, le premier numéro de l'année 2023, a le plaisir de recevoir Boubacar Camara Kama. Bonjour. Bonjour Mamoudou. Meilleurs vœux. À vous aussi et merci. Meilleurs vœux à vous, à tous les téléspectateurs, à tous les Sénégalais. Je souhaite que l'année 2023 soit une année de paix, de santé et de prospérité pour tout le monde. Merci beaucoup. Vous êtes Boubacar Camara, le président du Parti de la Construction et de la Solidarité, Diengou Tabakh, inspecteur principal des douanes. Vous l'avez été, vous l'êtes toujours, inspecteur principal un jour, inspecteur pour toujours. Non, douanier un jour, douanier Oui. pour toujours. C'est une chair qui me colle à la peau et que je revendique fièrement. Et vous êtes inspecteur général d'État. Exactement. Après la douane, j'ai fait le concours de l'inspection et j'y suis revenu 15 jours après comme directeur général. Ancien directeur général de la douane. Donc, Boubacar Camara Kama, commençons par l'énergie avec la hausse des prix qui concerne le supercarburant et le gasoil, 100 francs sur chaque litre. L'électricité aussi, mais le gouvernement précise que la tranche sociale de 150 Wh n'est pas concernée. Comment appréciez-vous ces décisions prises par le gouvernement qui les présente comme étant une réduction de la subvention à l'énergie? Alors, sur l'énergie, le bilan est mitigé. En 2012, on avait un problème de disponibilité et de coût de l'énergie. Il y avait à peu près 600 mégawatts. Le gouvernement, aujourd'hui, les a portés à 1200 mégawatts avec un mix énergétique, l'introduction du solaire, etc. Et ça, c'est sur le plan de la disponibilité. C'est un des éléments importants du PSE qui a fait l'objet de ce qu'on peut appeler une réussite. Sauf qu'il faut évidemment développer un plan pour doubler, tripler en fonction de l'industrialisation, de la politique d'industrialisation qu'on a. C'est positif ça. Ça, c'est positif sur la disponibilité. On est passé de Takal à Yessal. Yes. Yeah. Alors, ça, c'est la disponibilité de l'énergie. L'autre volet de l'énergie, c'est le coût. Et sur ce coût-là, on est resté dans les mêmes situations, ou même pire, au point où l'État est obligé de continuer à subventionner l'énergie. Donnez-nous des chiffres. Aujourd'hui, par exemple, le taux de la subvention, ils sont à presque 700 et quelques milliards pour l'ensemble des hydrocarbures. Il faut voir qu'il y a deux volets, il y a l'électricité et les hydrocarbures. Alors, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, sous la pression des bailleurs forcément, et pour également avoir la possibilité d'aller sur les marchés pour financer le déficit budgétaire qui est de 5,5%, ils sont obligés de se délester de ces subventions, de récupérer de l'argent. Ils vont récupérer 158 milliards. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cet argent récupéré, l'État perçoit des taxes. Donc c'est plus que 158 milliards. Les taxes, c'est à peu près 60% du coût. Donc l'État gagne de l'argent dans cette opération. Et je viendrai à ça. La commission de régulation de l'énergie, depuis le 30 décembre, donc à un jour de la déclaration du président le 31, avait dit « Ok, il faut aller dans cette direction ». Donc, cette réduction de la subvention a été déjà décidée. Ils n'en ont pas parlé. Le chef de l'État n'en a pas parlé dans son message. Et dans Alors son message, vous dites qu'il était au courant. Il était au courant, évidemment. La Sénélec a envoyé à la commission de régulation de l'énergie sa grille tarifaire qui a été validée. Et il y a une décision du 30 décembre qui dit, voilà, on va vers la réduction de la subvention. Pourquoi il n'en a pas parlé? Et non, non seulement il n'en a pas parlé, il a parlé de la situation d'avant en disant que nous sommes en train de faire des subventions. En annonçant même le chiffre de 700 milliards. Mais pourquoi il n'a pas parlé de la commission de régulation ce que j'appelle le toufkani politique. Toufkani, ça veut dire quoi? Toufkani, c'est l'enfumage. Vous ne dites pas la vérité aux Sénégalais. Dites-leur qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de baisser la subvention parce qu'il y a telle situation, nous allons le faire à telle hauteur, voilà comment nous allons l'utiliser, etc. Donc, ça, c'est juste une petite parenthèse. D'accord, nous allons y revenir. Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, donner des chiffres, c'est que j'étais curieux de savoir quel argument vous avez en disant que le coût de la production de l'électricité a même empiré. C'est pour ça que je ne dis pas le coût, c'est-à-dire que le coût d'acquisition de l'électricité et des hydrocarbures
n'a pas été baissé comme on a augmenté la disponibilité du produit. Parce que c'est deux volets. Il faut que le produit soit disponible, fourniture de l'énergie, et ensuite que le coût soit accessible. Maintenant, étant donné que le coût n'est pas accessible, c'est trop cher. C'est-à-dire que si on répercute le coût de revient au consommateur, le prix aurait été de 1063 francs le litre et de 1093 francs le litre respectivement pour l'essence, le gasoil et l'essence. L'État, ne pouvant pas accepter ça, subventionne pour que le prix soit à 663 et à 880. Maintenant, cette subvention-là est considérée comme une charge anormale par les bailleurs de fonds. On vous dit enlevez la subvention. Surtout que vous voulez aller sur le marché pour aller chercher de l'argent. Donc le gouvernement s'est plié. Exactement, il est obligé. Aux injonctions ou en tout cas aux suggestions du FMI par exemple. Maintenant, ce qu'il faut toujours, et je le répète, quand sur ces produits-là, vous prenez des taxes élevées en plus, ce qui renchérit le coût, évidemment, si vous supprimez la subvention, vous le faites supporter par le consommateur, donc vous récupérez les taxes sur le consommateur. Maintenant, en le faisant, vous avez dit effectivement qu'ils ont enlevé la tranche. La tranche sociale. Évidemment, c'est 1 million, c'est 48%, c'est très bien. On ne peut pas quand même, les gens qui consomment les kilowattheures, c'est quand même des populations qui sont démunies, qui ne consomment pas beaucoup, et qui, pendant le kilowattheure, c'est quand, pendant 1 heure, la consommation qui est faite par un appareil qui a 1 kilowatt. C'est ça le kilowattheure. Donc, c'est une tranche qu'on appelle la tranche sociale. Après les autres tranches, les autres tensions, il y a une augmentation qui tourne autour de 16,80%. Il y a 16, il y a 19 et 16% pour les 3 niveaux. Et qu'est-ce qui est recherché? De faire payer les plus riches? Non, ce qui est recherché, c'est simplement d'essayer de retomber sur son pied pour être beaucoup plus fréquentable par les bailleurs. Et vous êtes d'accord avec le gouvernement? Non, pas du tout. Que pourriez-vous faire à la place? Mais justement, ce que j'aurais fait à la place, c'est très simple. Je pars du fait que le financement de l'énergie, c'est un élément important pour l'industrialisation. Et ce que je fais, je réduis l'ensemble des dépenses qui permettent qui renforcent la consommation inutile de l'énergie. Donc, la politique déjà d'économie d'énergie. Aujourd'hui, avec, par exemple, les lampes, etc., tu peux avoir plus de 70 mégawatts. Les lampes, ne serait-ce que ça. La politique de consommation de l'énergie, on consomme moins d'énergie. La politique d'importation des véhicules et de tous les appareils qui consomment de l'énergie. La promotion du solaire. Aujourd'hui, tu baisses le prix du solaire, tu mets des zones prioritaires pour le solaire, tu fais de l'effacement, l'ensemble de l'industrie. Il y a beaucoup aujourd'hui des industries qui sont très consommatrices d'énergie et qui utilisent le réseau de la Sénélec. On a quand même vu le gouvernement inaugurer des centrales solaires. Non, mais j'en sais quelque chose. Moi, j'étais consultant et j'ai amené ici 2 centrales solaires. J'ai amené une société qui a mis 2 centrales solaires de 60 mégawatts. Donc, c'est ce qui est en train d'être fait, non? Oui, non. Je vous dis, attendez, j'en viens. C'est insuffisant. J'ai salué au début le mix énergétique avec le solaire. C'est insuffisant. Aujourd'hui, l'effacement doit se faire par le solaire. Toutes les industries qui utilisent le réseau de la Sénélec doivent s'effacer pendant les heures de pointe et l'effacement doit se faire par le solaire. Il faut encourager le solaire en laissant tomber toutes les taxes et en cassant ce qu'on appelle le contrat d'achat d'énergie. Tous ceux qui produisent de l'énergie solaire sont obligés de la vendre à la Sénélec. Il y a une exclusivité. Il faut casser ça, libéraliser le marché, laisser les gens investir dans le solaire, réduire le prix du kilowatt. Vous allez voir comment le solaire va permettre de substituer à cette énergie en attendant qu'on exploite notre propre énergie et qu'on ne soit pas obligé d'importer. En attendant le pétrole et le gaz. Exactement. Mais il y a aussi les hydrocarbures. Le supercarburant va coûter le litre 100 fois plus cher.
le gasoil 100 fois plus cher, mais le gouvernement dit j'ai dégagé une enveloppe d'une trentaine de milliards, je crois, 25. pour subventionner les transports, qu'il n'y ait pas une répercussion sur les prix des transports. Cette mesure, c'est la même chose quand vous prenez les hydrocarbures. Les hydrocarbures, c'est quoi? Vous importez du brut, vous raffinez et vous avez plusieurs produits. Vous avez de l'essence, du gasoil, du diesel, c'est ce qu'on utilise pour les boulangeries et tout, jusqu'au gaz. Plus le produit est noble, plus il est cher. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous importez. Quand vous importez, vous dites, voilà des secteurs comme la pêche, où les gens utilisent l'essence pirogue, c'est une essence à 2 temps. Je n'y touche pas parce que ça a une répercussion sur la pêche qui quand même utilise des centaines de milliers de Sénégalais. Tu ne touches pas, ils n'ont pas touché. Le diesel, ils n'ont pas touché parce que si vous touchez le diesel, vous allez toucher la boulangerie. Si vous touchez la boulangerie, vous touchez le pain. Et si vous touchez le pain, tous les tourés, tous les prix qui vont augmenter. Vous ne touchez pas. Oui. Mais vous allez dire, ok, je vais toucher le supercarburant et le gasoil. Mais parce que vous importez, parce que votre brut, la capacité de raffinage que vous avez ne permet pas de couvrir la consommation. On a une raffinerie. Au lieu d'investir pour le doublement de la capacité de la raffinerie et d'avoir le maximum de produits raffinés et de réduire les prix, et ensuite d'acheter sur le marché international quand le prix est bas, donc tu dois avoir des creux, donc des capacités de stockage très élevées qui te permettent d'acheter quand le prix est bas et d'arrêter d'acheter et de consommer ce que tu as acheté quand le prix flambe au niveau international. Et aujourd'hui, le paradoxe, c'est quoi? C'est que le prix est en train de baisser. Aujourd'hui, on est autour de 70, le baril. Et pourtant, c'est dans ce contexte qu'on a augmenté. Donc, l'augmentation n'est pas liée à une répercussion d'un choc exogène, c'est lié au fait qu'il y a un équilibre introuvable du budget au Sénégal. D'accord. Mais la mesure, quand même, ou les mesures prises par le gouvernement évitent une hausse généralisée des prix. Non, je vous dis, ils n'y pourront rien. Ils ne peuvent pas maîtriser les prix au Sénégal. Vous êtes convaincu que les prix d'autres produits et services vont augmenter? Mais regardez, déjà, les 25 milliards qu'ils ont promis aux transporteurs. Oui. Comment on peut d'abord mettre tout le monde devant le fait accompli et dire aux transporteurs qu'on va voir les modalités pour les 25 milliards? Il fallait d'abord voir les transporteurs, leur dire, voilà, la commission de régulation a dit ça, voilà ce qui va nous donner l'équilibre, mais nous, cet argent qu'on va gagner, on va le mettre dans le transport pour éviter la répercussion des prix. Comment on doit faire? On s'entend sur ça avant de prendre une mesure. Donc aujourd'hui, il y aura une tension chez les transporteurs qui vont se dire, ouais, nous, on va arrêter nos véhicules, on peut... Personne ne pourra les empêcher d'augmenter les prix. Ils n'ont pas une maîtrise des prix. Vous avez suivi l'histoire des loyers, vous avez suivi l'histoire des baisses des prix. Parce qu'il y a une façon c'est pas avec les taxes au cordon, c'est pas avec ce genre de mesures qu'on baisse les prix. Il faut subventionner directement les consommateurs, augmenter leur pouvoir d'achat et prendre des mesures structurelles qui permettent de transformer ton économie, qui te permettent d'avoir de l'énergie. Si vous n'avez pas de l'énergie, vous ne pouvez pas développer un pays. Vous parlez de l'énergie parce que aussi vous avez été secrétaire général du ministère de l'énergie à un moment donné. Mais Boubacar Camara, on voit que les injonctions des bailleurs de fonds, notamment du FMI, reviennent encore. Et ce n'est pas une première. Est-ce qu'il est possible de dire non au FMI? Mais ça dépend. On ne peut pas dire non quand on finance son développement avec l'endettement. Parce que quand vous vous endettez pour financer vos développements, à hauteur, on te dit, bon, le critère de convergence, tu ne dois pas dépasser 70% de ton PIB. En 2012, on était autour de 40%. Après un allègement de la dette, on était à 2000 et quelques, il y a eu un allègement, on était presque à 20%. Et le gouvernement, le régime de Wade l'a amené en 2012 jusqu'à 40%. Et tout le monde disait que c'était élevé, 40%. Et la réponse était, oui, c'était soutenable, etc. Okay. Mais entre 2012 et maintenant, il y a eu une augmentation exponentielle. On est presque à 75% du PIB. Oui. Donc, si vous dépassez... Oui. Si vous êtes autour de 70%, maintenant, vous dépendez de qui? De ceux qui empruntent. Les bailleurs, ceux qui vous prêtent de l'argent, ils regardent tout le tableau. Quelle est votre situation? Quand vous êtes dans ça, mais vous êtes obligé de respecter les critères qu'ils vous fixent. Le ratio entre les recettes et tout, les salaires, qu'est-ce que ça doit faire? Comment tu dois, l'éducation, le montant que tu dois mettre. Toutes ces injonctions-là,
tu ne peux pas refuser, tu ne peux rien refuser. La solution du refus, c'est quoi? Non, la solution du refus, c'est de financer le développement avec ce que tu as, ce qui est sûr, ce qui est palpable. Non, pour qu'il y ait de l'épargne, il faut que les gars aient suffisamment de revenus. Les entreprises et les ménages. Si vous avez des revenus, vous avez de l'épargne, vous investissez. Pour le faire, vous partez de vos ressources naturelles. Très bien. Ce que vous avez, vous, comme bien palpable, c'est vos ressources naturelles. Vous les structurez, vous ne les bradez pas, vous ne signez pas n'importe quel contrat. Sur la base de ces ressources naturelles, vous structurez des financements et vous levez des fonds pour financer votre Très bien. Jury du dimanche, Boubacar Camara en est l'invité, iRadio, ITV, imedia.sn et Besbi le jour. Alors, parlons de l'année sociale. Ça commence très bien. Ces mesures annoncées par le gouvernement de hausse des hydrocarbures et de l'électricité interviennent au moment où le gouvernement lui-même annonce que 2023 sera une année sociale. Quelle est votre réflexion sur ce paradoxe? Non, c'est un paradoxe dont on est habitué. Le gouvernement a toujours clignoté à droite et tourné à gauche. On ne peut pas commencer une année sociale avec une hausse comme ça, de 100 francs sur le litre du carburant, aussi bien du côté de l'électricité et de l'énergie. Ils ne pourront pas s'en sortir. Je vous dis, heureusement qu'ils ont déjà fait 11 ans et que ça va finir. Mais depuis 2012, qu'est-ce qu'on avait? Une situation plus ou moins... Bon, il y avait la balance des paiements qui est encore déficitaire, mais quand même, il y avait aussi le déficit budgétaire aussi. Oui, toujours. Oui, mais ça, qui était là. Le déficit budgétaire, ce n'est pas grave. Il faut toujours pouvoir le financer, il n'y a pas de problème. Mais on avait dit qu'il faut investir pour les projets, les gros projets, il fallait et tout. 70-30, 70% de l'investissement devait venir du secteur privé. Et tout a été structuré en inversant. C'est 70% du secteur public, endettement public. Mais l'inconvénient de l'endettement public par rapport à l'endettement privé, c'est quoi? Quand vous prenez de l'argent public pour faire des routes, vous embauchez des personnes pour faire les routes. C'est des charges. Vous ne payez pas d'impôts. Vous avez déjà payé sur le marché que vous réalisez. Au fur et à mesure que le projet avance, vous enlevez les personnes. C'est des envois, vous n'en avez plus besoin d'eux. Et après, vous livrez le produit. Si c'est un endettement privé, le privé, il met son argent, il paye des impôts, il fait tourner et il a des emplois permanents. Donc l'endettement public ne peut pas développer un pays. L'endettement public excessif plombe un pays. Et c'est ce qui nous est arrivé. Notre développement est plombé par l'endettement public excessif. On a des salariés. On nous dit, oui, le produit de ces endettements revient à 85% aux salariés. Mais on a à peu près 600 000 salariés sur 10 millions de personnes qui peuvent travailler. Donc, c'est le schéma qui a été retenu, le cap qui a été retenu, qui n'est pas bon. Il faut changer de cap. Pour vous, 2023 ne sera pas une année sociale? Il ne peut pas l'être. Elle ne peut pas l'être. Elle ne peut pas être une année sociale parce qu'aujourd'hui, le monde est en train de courir pour reprendre la normalité. On a le choc exogène post-Covid que les gens n'arrivent pas à gérer. Il y a la guerre de l'Ukraine qui met des tensions sur le processus d'approvisionnement avec des frais qui augmentent. Il y a aujourd'hui la guerre sur le plafonnement du pétrole russe. Les gens refusent, ils bloquent l'argent des Russes, les euros et les dollars des Russes dans les banques européennes. En riposte, ils mettent la garantie en or. C'est fini. Et ils se font un nouveau marché avec l'Inde, avec la Chine. Ils ont perdu le contrôle. Si ces pays européens qui sont entrés dans cette guerre-là contre la Russie perdent le contrôle, ne parlons pas de nos pays qui dépendent d'eux. Si elle ne peut pas être sociale, il faut bien que l'année soit peut-être économique. L'économie, parlons-en encore. Une économie sénégalaise avec une croissance annoncée à 2 chiffres. Le président dit que le Sénégal est bien classé par World Economics qui estime que nous avons un des taux de croissance les plus réguliers de 2011 à 2021. C'est l'embellie économique pour le Sénégal? Non, non, loin de là. En 2012, j'aime bien cette référence-là parce qu'ils aiment bien tout le monde cette référence. On avait des taux de croissance assez faibles et dans le cadre du plan Sénégal émergent, on avait dit on ne peut pas développer un pays avec des taux de croissance à 2 chiffres. Ça fait 11 ans presque.
On n'a pas de taux de croissance à 2 chiffres. En 2023, Et sera pourtant, 10%. Pourtant, en 2012, quand on faisait le plan Sénégal émergent, Oui. on n'avait pas pris en compte la donnée pétrole et gaz. Aujourd'hui, ils nous disent que pour obtenir la croissance à 2 chiffres, 10%. il faut 4% Oui. qu'on tire des revenus des produits pétroliers et gaz. C'est un aveu d'échec. Parce que réellement, si tout était fait correctement, dans le cadre du PSE, avec une plateforme de gouvernance, avec un suivi, avec des projets industriels comme la Falémé, avec l'ensemble de cette gouvernance vertueuse comme c'était prévu, on aurait eu cette croissance. Qu'on ait une croissance régulière, qu'on ait la plus grande croissance régulière sur plusieurs années, quand même, c'est pas ça l'essentiel. Ces genres de classements, de petits groupes, de journaux là, qui sont en mal de réputation, mais ça ne marche pas avec nous. Vous semblez tout contester. Mais vous voulez même dire qu'on n'atteindra pas 10% en 2023. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Parce que la croissance, ce n'est pas de la prophétie. Oui. Vous mettez de l'argent dans un pays, en année N, l'année d'après, vous mettez de l'argent, on voit la différence. C'est ça la croissance. Donc, si vous me dites que j'ai fait un PSE, pour développer mon pays, il me faut une croissance à 2 chiffres, 10 ans après, tu viens me dire que je vais obtenir la croissance à 2 chiffres, mais avec une donne qui n'était pas là en 2012, ça veut dire que tu as échoué dans ton schéma. Donc si tu me promets d'avoir la croissance à 2 chiffres sans le pétrole, aujourd'hui tu me connais de l'avoir en prenant 4% du pétrole, je ne peux pas te croire. Et ça, c'est le chiffre politique du gouvernement. Le chiffre du FMI, c'est 8,7 ou 8,6%. Donc attention. Donc, on ne peut pas. Et même ça, on l'a l'année d'après. Non, je pense que ce n'est pas avec la croissance. Maintenant, la qualité de la croissance, c'est encore pire. La croissance est portée par quoi? Est-ce que c'est porté par l'agriculture? Ce n'est pas porté par l'agriculture. Aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'il y a un projet de 5 000 milliards à mettre sur l'agriculture. J'ai dit bravo. Ce gouvernement manque d'ambition. Oui, mais sur l'agriculture, il y a quand même cette production qui est là. 3,5 millions de tonnes pour les céréales, 1,5 million pour l'arachide et autres produits horticoles. Je reviens. Oui. Agriculture, pêche, élevage, artisanat, industrie culturelle, tourisme. Ça occupe 80% des Sénégalais. L'argent ne sort pas, ça reste ici. On ne met pas 5% du budget de l'État. Donc, on ne peut pas avoir une croissance de qualité. On a une croissance que j'appelle une croissance roussitumburu. Parce que l'essentiel, miette de pain. Vous aimez bien des expressions Wolof. Vous avez un Wolof très recherché, mais ça veut dire quoi? Roussitumburu, c'est les miettes de pain. Quand tu as un pain, tu as le pain, tout part. Ce qui reste, c'est les miettes de pain. Ça ne peut pas être significatif. Donc, pour avoir une croissance inclusive qui se répercute, qui rabote la pauvreté des populations, il faut que cette croissance porte sur des secteurs qui permettent d'améliorer le niveau de vie des populations, d'augmenter leur pouvoir d'achat, donc leur pouvoir d'épargne, et pouvoir investir éventuellement, payer correctement le loyer, amener les enfants à l'école, encore que tous ces services-là, santé, éducation, se privatisent de plus en plus. Donc l'argent que tu gagnes comme pouvoir d'achat, ça ne te suffit même pas pour vivre normalement. Donc c'est un échec d'une politique économique qui aurait pu réussir, parce que beaucoup de Sénégalais s'étaient mobilisés en 2012, avec un PSE qui était là, qui avait des faiblesses. Il fallait avoir une bonne plateforme de gouvernement. Ça n'a jamais eu lieu. Même si tu vois dans l'architecture gouvernementale, le PSE, parfois on le donne à X, parfois on le donne à Y. Aucune cohérence dans cette mise en œuvre. Et aujourd'hui, les points sur lesquels ils ont eu des points positifs, je l'ai dit, l'essentiel des points, c'est des points négatifs. Et ce n'est pas en un an qu'on peut changer une situation qu'on a traînée depuis 11 ans. Une production agricole record. La production n'est pas record par rapport de céréales, d'abord arachides et produits horticoles. D'abord les chiffres, il faut les voir. Et deuxièmement... Pourquoi douter de tout? Pourquoi douter systématiquement des chiffres? Je ne doute pas de tout. Il y a quand même l'ANSD qui est là. Vous avez dit l'ANSD, la production de l'arachide aujourd'hui. Vous êtes un grand fonctionnaire. Non, moi je suis très bien ces histoires de chiffres. Je dis aujourd'hui d'abord la production agricole dépend de plusieurs facteurs qui ne sont pas réglés. Vous ne pouvez pas avoir de production record s'il n'y a pas de sol, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'engrais. Le taux d'utilisation d'engrais est d'une faiblesse. Même en Afrique, de façon générale, ça ne dépasse pas 4%. Aujourd'hui, nous avons les ICS et nous importons des engrais.
Aujourd'hui, l'urée, vous avez toute l'histoire sur l'urée. Aujourd'hui, la qualité des sols, la sécurité de la terre, les investissements dans le milieu agricole ne permettent pas d'avoir une production record. Et avec un jeu, l'autosuffisance. Non, l'autosuffisance, n'en parlons pas. Oui. L'autosuffisance, n'en parlons pas. C'est ce qui est recherché. Non, recherché. Oui. Mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, les chiffres? La Banque centrale a sorti ces chiffres. Ouais. Le Sénégal a payé plus de 1000 milliards pour l'importation de produits. Ouais. C'est du riz, c'est du blé, hein? C'est du riz, c'est du blé, c'est du sucre. 1000 milliards. 400 millions, c'est pour ces produits-là. 1000 milliards d'importation. Donc 400 milliards pour le blé, la farine, le sucre et le riz. Alors que l'autosuffisance en riz, justement, était fixée en 2017. En 2017. 2017. Ouais. Mais tu ne peux pas avoir d'autosuffisance en riz si les surfaces qui doivent être emblavées ne le sont pas, si les investissements pour l'eau ne sont pas là, si les trucs de stockage ne sont pas là, il n'y a pas de schéma de commercialisation, il n'y a pas de schéma d'échange. Ça n'est pas possible. Aujourd'hui, le discours politique, politico-économique, la meilleure façon de le battre en brèche, c'est le temps. Tu laisses le temps se dérouler, tu fais le point. Si tu compares le tableau de 2012 et le tableau d'aujourd'hui, tu vois nettement que toutes ces promesses-là ont été faites. Jury du dimanche, Boubacar Camara, président du Parti de la Construction et de la Solidarité, Diengu Tabar. Il est également ancien inspecteur principal des douanes, inspecteur général d'État. Nous allons aborder la question de la gouvernance, la bonne gouvernance, la transparence dans la gestion des deniers publics. Il y a deux rapports dont on parle beaucoup ces derniers temps. Le rapport de la Cour des comptes sur la gestion de l'argent affecté à la lutte contre la Covid-19. Il y a aussi l'inspection générale d'État dont le rapport aurait épinglé Aminata Touré, ancienne présidente du Conseil économique et social. Votre commentaire sur ces deux rapports, puisque vous connaissez bien ces sujets pour avoir été inspecteur général d'État? Alors, pour ces sujets, d'abord la gouvernance. En 2012, vous savez, c'était une forte demande des Sénégalais. Et le régime a pris beaucoup de mesures extrêmement intéressantes. D'abord, la Cour des comptes. Il y avait une loi organique qui devait être prise sur la réforme de la Cour des comptes, qui a traîné dans le circuit. Le gouvernement l'a mis en place en décembre. Dès son arrivée, excellent. Le siège de la Cour des comptes qui traînait aussi, il y avait énormément, toute une histoire, ils ont réglé. Ils ont mis dans d'excellentes conditions. Formidable. Je suis en 2012. 2012, on a relancé la CRI pour la traque des biens mal acquis. Bon, maintenant, on a vu ce que ça donnait. Hein? La montagne a accouché d'une souris. Toujours sur mesure. 2013, ITE. Transparence, chacun déclare, formidable. Le Sénégal adhère. Toujours Macky Sall de 2012, président Macky Sall de 2012-2013. Déclaration de patrimoine. Ils l'ont instauré. L'OFNAC, avec des pouvoirs. Ça, c'était en 2012. 2012-2013. Réactivation de la CRI. Réactivation de la CRI, je l'ai dit. Après, depuis 2012, depuis 2013, le discours change. Totalement. Maintenant, non seulement le discours change, mais la pratique vient prendre le dessus. Scandale sur scandale. Avec 2022, l'année des scandales. Aujourd'hui, l'OFNAC, les rapports dorment là-bas. CRI, c'est fini. C'était pour traquer des politiques. Hein? La Cour des comptes se manifeste magistralement avec un rapport Covid. J'en ai parlé, j'ai fait un article intitulé « Les passagers clandestins ont tiré sur l'ambulance ». Aujourd'hui, les rapports dorment. Oui, le gouvernement quand même a donné des explications. Plus récemment, le Premier ministre Amadou Ba a même dit qu'il y aura des suites judiciaires. On ne lui demande pas son avis. La Cour des comptes est organisée par une loi organique qui dit comment il faut faire, quand est-ce qu'il faut publier les rapports, comment il faut le faire. Et quand ils ont des irrégularités constatées, quand ils doivent déférer, quand ils doivent référer. Et ils l'ont fait, ils le feront. Qu'il y ait un conseil des ministres, que le Premier ministre se prononce ou non, ils le feront.
Donc ça, c'est de la gesticulation pour justifier. Qu'est-ce qui doit être fait? Ce qui doit être fait sera fait. Ce qui n'aurait pas dû être fait, c'est ça qui est important. Oui, comment on peut prendre un fonds... Et moi, je suis choqué parce que c'est moi qui ai proposé les 1000 milliards dans les 33 mesures. C'est moi qui les ai proposés. Et j'avais dit qu'on les finance, comme on avait fait au plan Takal, en faisant un réajustement budgétaire, parce que tous les projets-là n'allaient plus marcher, donc il fallait prendre l'argent pour le mettre ailleurs. Et ensuite, il fallait, par anticipation, négocier avec les gens avec qui on a des contrats, surtout les contrats sur les ressources naturelles, pour récupérer par avance de l'argent. On a eu 1000 milliards sans endettement. Ils sont allés s'endetter à hauteur de 600 et quelques milliards, et les autres mesures, c'est 300 et quelques milliards. Je suis choqué, personnellement, quand je vois le gouvernement faire une dérogation sur le code des marchés, qui peut, à la limite, se justifier si ça se limitait au délai, qui fait une dérogation sur le règlement général de la comptabilité publique. Premièrement, on attribue les marchés n'importe comment. Ensuite, le ministère des Finances. Deux fautes graves. Tu mets un comité interne pour contrôler avant paiement, ce comité n'a jamais été pourvu, n'a jamais fonctionné. Les gens, ils peuvent donc percevoir leur argent sans service fait. Ensuite, les comptes. Pour ouvrir un compte qui doit recevoir des deniers publics, il faut une autorisation du ministère des Finances. Les banques ouvrent des comptes sans autorisation du ministère des Finances. Et le ministère des Finances transfère de l'argent de compte de dépôt à compte de dépôt vers ces comptes qui sont irrégulièrement ouverts et qui sont gérés par des gestionnaires qui ne doivent pas toucher l'argent public. Alors, en plus, tu prends une partie de l'argent, 30 et quelques %, pour financer ton propre budget. Tu payes des locations que tu dois payer. Tu payes même la subvention Sénélec, ce qui peut se comprendre à la limite. Cette subvention Sénélec-là a été payée en partie par le budget de la Covid. Mais vous voyez ça. Donc, conséquence, donc, après la publication de ce rapport de la Cour des comptes, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que la justice doit prendre ses responsabilités dans cette affaire-là. Les institutions prendre leurs responsabilités, les situer. Maintenant, le plus important, ses responsabilités comment? Mais le rapport dit, voilà, recommandation au ministre de la Justice d'ouvrir des informations judiciaires. Moi, je dis, on sait qu'il y a des DAGE, cette fois-ci, des DAGE dont la gestion, effectivement, a été mise en épingle par la Cour des comptes, mais on sait aussi qu'il y a une responsabilité des ministres qui sont en charge de ces départements. C'est pour ça que je vous dis, qu'est-ce qu'il faut concrètement faire? Mamoudou, oui. Quand tu fais toutes ces dérogations, oui, et quand tu as un rapport au mois d'août 2022, tu vas former un gouvernement, on installe l'Assemblée en septembre, tu formes un gouvernement, tu gardes le rapport, tu mets dans le gouvernement des gens qui sont cités dans le rapport, qui doivent s'expliquer. Monsieur, comment tu vas faire? Mais aujourd'hui, comme ça a pris, ils sont poursuivis par la clameur publique, évidemment, il y a des têtes qui vont tomber. Mais la responsabilité essentielle, c'est le président de la République et le ministère des Finances qui ont rendu possible cette façon de gérer les fonds Covid. Donc, je n'ai pas beaucoup d'espoir qu'il se fasse harakiri sur ce dossier, mais au moins ça illustre une chose, que le président de la République de 2012-2013, nous l'avons perdu, nous ne l'avons plus. La gouvernance qu'on nous avait promis, on ne l'a plus. La gouvernance sobre et vertueuse, on ne l'a plus. Au moins, les populations sont conscientes maintenant que Daniel Don Toufkani, c'était de l'enfumage sur les biens. Maintenant, les rapports. Le rapport de la Cour des comptes, je n'y reviens pas. Aujourd'hui, le grand problème de ce pays, c'est comme le disait l'économiste Olson, il y a des passagers clandestins. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans le système, qui occupent des fonctions officielles et tout, mais qui profitent du système et qui ne contribuent pas au système. Ces passagers clandestins, c'est ceux-là qu'il faut débarquer. Et ils ont des passages clandestins, il faut fermer les passages clandestins. C'est toute une entreprise, c'est toute une politique, ce n'est pas des trucs par-ci, par-là. Maintenant, l'utilisation des rapports sur l'histoire de... L'inspection générale d'État, comment on peut retrouver sur la gestion du Conseil économique, social et environnemental sous la présidence d'Aminata Touré. Mais je te dis, c'est ce que je dis. Oui. Comment on peut parler d'un rapport qui est là dans un journal, qui n'a pas été déclassifié? Rien ne se passe. Et on veut qu'on se prononce sur ce rapport. Ils n'ont qu'à déclassifier le rapport. Vous êtes quand même inspecteur général d'État. Ce rapport, il existe ou il n'existe pas? J'en sais rien, moi. Vous devez le savoir. Comment je peux le savoir? Moi, je ne suis plus... Non, attends, moi, je ne suis pas... Moi, tout ce qui est secret d'État, oui, ne comptez pas sur moi pour les sortir. Maintenant, tout ce qui est
malversation des passagers clandestins, comptez sur moi pour le mettre sur la place publique. Oui, mais attendez, je vous dis. Donc, un rapport de l'inspection générale d'État ne doit pas tomber entre les mains de n'importe qui. Quand il y a eu le problème des chantiers de Thiès... C'est quoi? Comment faire pour aussi que l'opinion... Il faut déclassifier... Que les Sénégalais... Oui, parce qu'il s'agit de la gestion de l'argent des Sénégalais. Mais donc, il faut déclassifier... Pour des comptes ou inspecteur général d'État ou OFNAC, les Sénégalais doivent être au courant. Mais justement, il faut déclassifier le rapport. D'accord. On le fait. Comme on l'a vu dans le cadre de l'affaire des chantiers de Thiès, oui. Voilà, tu déclassifies, les gens savent ce qui se passe, chacun va se défendre. Macky Sall comme premier ministre. Et moi, ce que je propose, justement, pour éviter tous ces problèmes, de l'opportunité de déclassifier, ça dépend de X, d'Y, moi je propose l'Office central de lutte contre la corruption, toute la prévention et les délits voisins. Dans mon livre, je le propose et on regroupe toutes les institutions qui s'occupent de la prévention, les institutions qui s'occupent de l'audit, du contrôle et les institutions qui s'occupent de la répression, avec une autonomie financière, une autonomie administrative qui leur permet de faire le travail. Et donc, moi je pense que aujourd'hui, l'utilisation politique des rapports pour faire tomber un adversaire, ça... Oui, mais est-ce que ce n'est pas un argument trop facile non plus? Bon, on a entendu Mme Aminata Touré. Pour dire d'abord, je réclame des auditions publiques, moi-même, mes prédécesseurs, Aminata Tall, Idrissa Seck, qui est actuellement le président du Conseil économique, social et environnemental, mais dire aussi, on sort ça, on parle de tout ça, on parle de ce rapport parce que j'ai déclaré ma candidature. Oui, mais attends, on est habitué à ça. Oui, mais vous ne pouvez pas dire, il faut... qu'il y ait des poursuites judiciaires dans le cadre du rapport de la Cour des comptes et soutenir le contraire quand on parle de notre rapport. Allez le dire à Mme Touré, elle se défend très bien. Oui, mais je vous pose la question aussi parce que vous êtes un acteur politique. Mon point de vue politique est très clair. Mon engagement politique en 2018, si vous relisez ma déclaration, est justifié par le fait que mon État, l'État pour lequel je me suis battu tout jeune, pour lequel je me suis sacrifié, j'ai combattu des fraudeurs en mer. J'ai risqué ma vie. Je me suis battu pour collecter des recettes. Cet État-là est devenu un instrument d'enrichissement personnel, un instrument de règlement de compte et un instrument pour couvrir les uns et mettre en pâture les autres. C'est pour ça que je me suis engagé. Donc je ne suis pas étonné du tout qu'il y ait cette utilisation du rapport contre Mme Aminata Touré. On l'a déjà fait avec d'autres acteurs politiques. Donc ça ne m'étonne pas. C'est une technique qu'il faut bannir. Donc moi j'ai plus tendance à croire ça qu'à croire que le pouvoir, pour des besoins de transparence, a fait un rapport sur les deniers publics. Celui qui doit faire ça, il ne va pas détourner des deniers publics. Ils ne vont pas mettre en place tout le discours. On vient de parler de Covid et tout. C'est lié. Quelqu'un qui fait une gouvernance sobre et vertueuse, qui traque les biens mal acquis, qui les sort, qui sanctionne les gens. Où sont les gens qui sont sanctionnés depuis? Vous avez vu combien de rapports dorment à l'OFNAC? Combien de rapports ont été envoyés en justice? Celui-là, quand il me dit qu'il traque Mme Touré, parce qu'il y a quelque chose qui a été fait dans un rapport, je ne le crois pas tant que je ne l'ai pas vu. S'ils veulent que je le voie, ils n'ont qu'à me donner un rapport déclassifié. Et on attend aussi que ceux qui ont été cités dans le rapport de la Cour des comptes quand même rendre gorge. Ça, c'est le minimum, non? Mais on verra. Cette fois-ci, je pense qu'ils vont sortir quelques gens pour montrer qu'ils ont suivi. Ils n'ont pas de choix. Mais c'est le système qui est mauvais. Encore que des ministres, s'ils devraient être poursuivis, on sait qu'ils bénéficient du privilège de juridiction. Bon, c'est rien ça. C'est au cours de justice, on le met en place. Et Très non, bien. Ça, c'est rien du tout. Très bien. Alors, Boubacar Camara, invité du jury du dimanche. Nous allons évoluer un peu en parlant de votre différend avec le ministre de l'Urbanisme, Abdoulaye Seydou Sow. Un débat que vous avez eu chez nos confrères de TFM. Vous avez tenu des propos qu'il juge diffamatoires. Vous auriez dit qu'on lui a promis ou donné 500 millions avec une avance de 100 millions pour des terrains. Alors, est-ce que sa sommation interpellative, vous l'avez reçue? Bon, alors, c'était un débat de 31, évidemment. Il a proféré des propos à mon endroit
Et je lui ai montré que j'étais différent de lui et je lui ai simplement donné un échantillon. Il vous a dit quoi et vous avez répondu quoi? Non, ce n'est pas important. Oui. Votre émission est d'une très grande qualité. Vous avez habitué vos auditeurs du dimanche à de grands débats sur des questions de fond et ce que nous sommes en train de faire jusqu'à présent. C'est une question de fond, puisqu'on parle des fonds. Non, comme il y a, il y a une interpellation, une sommation interpellative, nous l'attendons, nous ne l'avons pas encore reçue. Quand nous recevrons cette interpellation, cette sommation, nous répondrons. Oui. Et je pense que s'il fait une sommation, c'est peut-être qu'il va me donner la chance de retirer mes propos. Mais le plus rapide, c'est de faire une citation directe devant le juge. Vous maintenez vos propos. Mais évidemment. Il a reçu une avance de 100 millions de francs CFA pour des grave. Terrains. C'est-à-dire ce que je dis, c'est plus grave. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Sénégal, il y a un système de bradage du foncier qui est organisé. On a presque une république foncière. Et je souhaite qu'il me donne l'occasion, dans un procès, d'expliquer ce qui se passe. Je m'en arrête. Il soutient que vous refusez de prendre la sommation interpellative. Non, ça c'est pas vrai. Non, oui. J'ai donné... Et qu'il vous cherche partout. J'ai donné l'adresse de mon avocat. J'ai donné mon avocat publiquement. Oui. Je n'avais même pas besoin de le faire. Je ne suis pas un homme qu'on cherche. C'est quelqu'un qui est dans les plateaux. Il peut même me rejoindre ici en bas, me remettre la sommation. Ce n'est pas le problème. Donc, il ne me cherche pas. Et ils ont publié des documents qui ne m'ont pas été notifiés. Je pense que j'attends. J'attends avec impatience et vous verrez vous-même. Blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, un rapport du groupe d'action financière GAFI en parle. Le Sénégal classé au 8e rang mondial. On parle beaucoup de drogue qui est blanchie dans l'immobilier et la construction. On reste un peu dans le thème du foncier de manière générale. Ce classement n'est pas bon pour le Sénégal. Boubacar Camara, vous avez été directeur général de la douane. On sait que la douane lutte beaucoup contre le blanchiment d'argent. Votre réaction à chaud? Oui, en fait, c'est un phénomène extraordinaire. J'en profite pour vraiment féliciter les agents des douanes pour les saisies qui sont opérées et qui montrent la dangerosité de la situation. Les saisies sur les armes, la drogue, les faux billets et tout. C'est un phénomène qui est ancien, mais le Sénégal, compte tenu de sa position géographique, est un terrain de prédilection pour ce genre de trafic. Et nous, déjà, en 2000, on avait vu que la chaîne logistique était menacée. Il y a eu des saisies, on a fait des saisies de conteneurs d'héroïne, il y avait des jeans dedans, ça venait d'un pays, etc. Il faut absolument sécuriser la chaîne logistique. Et en 2001, après les attentats du 11 septembre, au niveau de l'Organisation mondiale des douanes, on a mis toute une stratégie pour la sécurisation de la chaîne logistique. On a mis une nouvelle mission à la douane. En plus de la collecte des recettes, de la lutte contre la fraude, de la facilitation, on a mis la sécurisation de la chaîne logistique. Et d'ailleurs, si vous vous en souvenez, si vous vous rappelez, on a organisé ici la conférence africaine sur la sécurisation de la chaîne logistique en 2004 au Sénégal. Donc, depuis lors, toutes les mesures sont prises pour éviter que nos pays soient des plateformes pour le trafic illicite. Le trafic illicite, il s'intègre dans le trafic licite. Et c'est ça qui a atteint aujourd'hui des niveaux qui sont incroyables. Oui. Maintenant, est-ce que l'État a mis suffisamment d'investissement pour contrer ce phénomène? Au début, en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que l'État du Sénégal avait beaucoup fait sur les scanners, avait beaucoup fait sur la sécurisation, la lutte, et les performances des forces de l'ordre, aussi bien la police, la gendarmerie et la douane, montrent que quand même il y a des saisies. Mais quand il y a ces saisies comme ça, ça veut dire qu'il y a une partie qui n'a pas été saisie. Donc aujourd'hui, la grande interrogation, la grande inquiétude, c'est est-ce que le dispositif sécuritaire que nous avons permet de prévenir et de réprimer correctement. Oui, ça c'est un aspect, mais l'autre aspect c'est que cet argent sale est investi principalement dans l'immobilier, dans l'économie. Mais justement, non, c'est le système de blanchiment. Et les chiffres sont ahurissants. 96% des 480 millions de dollars, justement, qui sont investis dans l'immobilier, ont une origine douteuse. Oui, mais parce que simplement,
quand tu as un secteur comme l'immobilier, où les gens peuvent faire des immeubles sans passer par la banque, il y a un problème. Et avec des prête-noms aussi. Ça aussi, le rapport Gafi le dit. Non, il y a des prête-noms. Mais ceux qui font des prête-noms, c'est ceux qui récupèrent de l'argent, surtout des gens qui sont des agents publics, qui n'ont pas le droit d'être courtiers fonciers et qui font des opérations foncières. Quand ils gagnent de l'argent, ils ne peuvent pas le mettre dans leur compte. Ils sont obligés d'utiliser des prête-noms qui vont faire construire des immeubles. C'est un système qui est extrêmement pernicieux pour toute économie. Et c'est ça qui nous est arrivé, nous, au Sénégal. Et c'est ça, tu vois des gens qui ont des niveaux de vie, qui ont des patrimoines qui ne correspondent absolument pas aux revenus légaux qu'ils ont. Mais là, il y a des systèmes de prévention, comme je l'ai dit, avec l'Office. Il y a des systèmes de prévention qui permettent de faire les articulations entre la prévention, le contrôle et la répression. Mais aujourd'hui, le Sénégal ne lutte pas contre la corruption. Malheureusement, il n'y a pas de politique. Justement, Lat Dior Fall met le doigt sur la douane. Il dit tout le monde sait le niveau de corruption au niveau de la douane. Nous avons tous des parents, amis, voisins douaniers. On connaît très bien leur niveau de vie. C'est un manque à gagner à coups de milliards pour l'État et au détriment des Sénégalais. En tant qu'ancien directeur des douanes, il vous pose la question, quelles sont les mesures idoines pour arrêter cette corruption, notamment cette grande liberté qu'ont les douaniers de négocier et transiger? C'est sa question. Non, je pense que je comprends sa question. Il y a une perception très négative par endroit de l'administration des douanes. Ce n'est pas seulement au Sénégal, c'est en Afrique. Et cette perception négative résulte d'une sorte de comportement qu'on peut voir de certains agents, etc., en fonction des revenus qu'ils ont, etc. Ça, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, ce que je puis vous dire, c'est qu'aucun douanier n'a une liberté de manipulation du système douanier. L'espèce tarifaire est définie par une convention internationale. Ils ne peuvent pas changer. La valeur en douane, c'est une convention internationale. L'origine, c'est des règles d'origine. Le dédouanement est automatisé. Donc, c'est clair que personne ne peut venir dire du marchandage pour le paiement. Rien ne se passe. Non. Attendez, moi j'ai été DG des douanes, j'ai pris un numéro vert, j'ai promu un code d'éthique, j'ai lutté contre la corruption, j'ai mis en place la déclaration d'Arusha, je me suis occupé de cette question même à La Haye dans le cadre de l'Organisation mondiale des douanes. Il faut lutter contre ça par la prévention en cassant ce que j'appelle dans mon livre le triangle de feu. Le triangle de feu, c'est d'une part les prérogatives. Personne ne doit avoir, aucun agent public ne doit avoir des prérogatives pour décider seul. Ça, il y a des mesures à prendre. Il y a des qui sont prises, il y a d'autres qui doivent être prises. Moi, j'ai une batterie de propositions pour ça. Très bien. Deuxièmement, l'autre côté du triangle, l'autre côté du triangle, c'est la pression sociale, la pression politique, les modes d'affectation, les modes de... Quand vous occupez un poste parce que vous avez été nommé, moi, j'ai préconisé un appel à candidature pour ces postes. Le troisième élément, c'est justement les revenus, le traitement. Et sur ce point-là, il y a beaucoup d'efforts au niveau de l'administration des douanes. Il y a des revenus qui permettent à l'agent des douanes, sans prendre le franc de qui que ce soit, de vivre correctement. Et l'administration en général, Boubacar Camara, vous êtes un commis de l'État, la Cour des comptes, son rapport, quand même, parle des DAGE. C'est toute l'administration sénégalaise aujourd'hui qui risque de perdre sa crédibilité si le mal ne soit déjà fait d'ailleurs. Ah, ne vous en faites pas. L'administration sénégalaise ne perdra pas sa crédibilité pour ça. Oui, mais pour l'éviter, parce qu'il y a un doute qui est là au sein de la population. Il y a pas de doute sur la majorité de ces fonctionnaires qui se battent matin, midi, soir. On est bien d'accord. Il ne faut pas effectivement généraliser. On est d'accord. Mais quand même, quand il y a des problèmes comme ça, ça veut dire qu'il faut les traiter sérieusement. Mais dites-le au gouvernement. Non, je vous pose la question. C'est eux qui doivent... J'ai déploré... Parce que d'abord, vous avez votre avis à dire en tant qu'ancien fonctionnaire. Mais c'est ça que j'ai dit. Deuxième chose, vous êtes un acteur politique et vous ambitionnez de diriger ce pays. C'est pour ça donc la question, on vous la pose aussi. Mais je vous dis, c'est parce qu'ils ne le font pas bien qu'on en est arrivé là. C'est parce qu'ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas lutté contre la corruption qu'on en est arrivé là. Chaque fois que les gouvernements ont lutté sérieusement contre la corruption, ont puni les gens, des rapports qui dorment, très bien. Le phénomène a reculé. Parlons de politique, l'élection présidentielle de 2024. C'est clair, vous êtes candidat? Alors,
Le Parti de la construction et de la solidarité, dont je suis le président d'honneur, m'a demandé de présenter ma candidature. Oui. Je n'ai pas encore donné de réponse. Je suis en train de réunir les conditions. Il y en a qui sont déjà réunies. Le profil, il est là. L'équipe, elle est là. On peut la compléter. Le projet, il est là. Oui. On l'a argumenté dans un livre. Construire le futur, c'est le titre de votre livre. Mais j'ai envie de vous provoquer. Construire, oui, mais est-ce qu'il ne faut pas plutôt faire un peu plus dans la construction, la co-construction dans ce pays? La co-construction avec qui? Avec ceux qui construisent. Avec les Sénégalais. Ceux qui n'ont, avec les Sénégalais. Non, mais c'est ça qu'on a prévu. Il y a les premiers chapitres sur la citoyenneté. On verra. Je continue mon raisonnement. Oui. Par rapport à la candidature. À la candidature. Vous êtes en train de vous préparer à dire oui. Attendez, très rapidement, laissez-moi terminer. Je termine rapidement. Oui. L'équipe est là. Les conditions de participation, ce n'est pas à moi de les réunir. C'est ceux qui veulent que je sois candidat. Et je leur ai demandé de réunir les conditions de ma participation. C'est-à-dire, concrètement? Le parrainage, la caution. Et ils sont en train de le faire. Le jour où ce sera réuni, je répondrai. Et vous direz oui? Si c'est réuni. Oui. La COJER, qui est un démembrement du parti au pouvoir, la paire, investit ce samedi le président Macky Sall pour une troisième candidature. Il y a tout un débat qui est là. Il ne peut pas, parce que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs, selon l'article 27. Mais d'autres qui disent non, c'est la durée du mandat est de 5 ans. S'il se présente, ce serait un 2e mandat de 5 ans et non un 3e mandat. Votre avis là-dessus? Je dis que la question de la 3e candidature n'est pas une question de comptabilité. Parce que tout le monde sait compter jusqu'à 2. Tout le monde sait que le Sénégal a opté pour la limitation des mandats à 2. Quelle que soit leur durée. Ça n'a jamais changé depuis 2001. Aucun texte ne l'a changé. Donc, ça c'est la question. Je ne veux pas entrer dans les détails juridiques, la jurisprudence du Conseil constitutionnel, tout ce qui s'est passé. En résumé, tous ceux qui ont voulu présenter une 3e candidature ont modifié la Constitution pour introduire un doute juridique et engager le débat. C'est pour ça que le président Abdoulaye Wade déjà il l'a fait en 2008. Non, oui, c'est en 2008. Oui, en 2008. En 2007, mais il s'est présenté en 2012, c'est ce que je voulais dire. En 2007, oui. Il gagne. Oui. Il y avait une disposition transitoire qui gérait son mandat. C'est ça. En 2007, le débat était clos. En 2008, il change la durée du mandat en disant qu'on passe à 7 ans. Automatiquement, le débat est de savoir est-ce qu'il s'agit de mandats de 7 ans, 5 ans ou bien 2 mandats de durée égale, etc. Le débat s'est emballé. Juridiquement, des gens peuvent avoir raison en disant qu'ils se présentent. Juridiquement, d'autres peuvent avoir tort. C'était ça en 2012. Mais en 2012, le débat était clos. Et il a fallu le référendum de 2016 pour reposer le débat. En ramenant le mandat à 5 ans. Le même débat se revient. Est-ce que c'est des mandats de durée égale, etc. Donc, c'est une sorte de subterfuge, c'est un piège. Pour vous dire, non, attendez, c'est le Conseil constitutionnel qui va trancher. Le Conseil constitutionnel, comme je l'ai dit, c'est un arbitre de touche. Le peuple a déjà tranché en disant qu'on a opté pour la limitation à 2. Maintenant, la question est politique. On ne peut pas faire une constitution, dire que les mandats sont limités à 2 et demander un 3e mandat. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le président Macky Sall ne peut pas, c'est votre avis. Politiquement, vous ne pouvez pas mettre en place, même si tous les juristes du monde se réunissent pour te dire que vous avez le droit, vous devez refuser parce que vous avez limité les mandats à 2. Ça, c'est un. Moralement, vous avez vu les conséquences de cette affaire. Sur le plan éthique, maintenant, je ne reviens pas sur les déclarations parce que quand vous le dites sous tous les toits et que vous revenez pour... vous ne donnez pas un exemple à la jeunesse. Donc, qu'un parti décide de t'investir parce qu'ils n'ont pas de choix, parce que 12 ans, 11 ans, aucun schéma de succession, aucun schéma. Tu diriges un pays pendant 10 ans, tu n'as même pas 3 personnes qui peuvent et qui sont prêts à te remplacer. J'ai une préoccupation adressée à toute la classe politique, c'est-à-dire à ce rythme, en 2024, quel que soit celui qui est élu, si nous nous focalisons sur ces histoires de durée
Ça veut dire qu'on peut encore modifier la Constitution en disant le mandat revient à 7 ans ou le mandat sera désormais de 4 ans. Et on revient sur le débat. On revient encore. C'est ça que j'ai réglé. Il n'y aura jamais de limitation du nombre de mandats présidentiels si on ne fait pas attention. C'est ce que j'ai réglé ici avec un mandat de 10 ans au cours de la vie, quel que soit un mandat unique. Un séjour de 10 ans, non pas un mandat unique. Oui. Un séjour de 10 ans, quelle que soit la durée du mandat. Très bien. Dernière chose, Pape Alé Niang, oui. Attends, terminé. avant, oui, sur le Sénégal. Parce qu'il faut qu'on termine là. Bon, on m'a dit que le je préfère parler de Pape Alé Niang et laisser tomber ça. Pape Alé Niang, journaliste, emprisonné, avec une grève de la faim, placé sous contrôle judiciaire. Le juge d'instruction a bouclé le dossier et l'a envoyé au procureur pour observation. Pape Alé Niang demande à travers ses avocats une mise en liberté provisoire. Il a fait des engagements écrits pour dire qu'il ne va pas se prononcer sur le dossier le concernant pour respecter le contrôle judiciaire. Un mot et on termine notre émission. Le mot, c'est toujours la même chose. Le président avait promis de ne pas mettre un journaliste en prison. L'État ne doit pas mettre des journalistes en prison. Un journaliste qui faute, qui porte tort à un citoyen, qui va en justice, qui diffame, tout ça on peut le comprendre. Mais un journaliste dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, surtout cette fonction difficile de journaliste d'investigation, sa place n'est pas en prison. On peut prendre toutes les mesures pour suivre une procédure judiciaire sans avoir besoin de garder un journaliste en prison. Et j'en profite pour lui demander d'arrêter la grève de la faim. C'est un combat qui va l'affaiblir. Maintenant, qu'il prenne des engagements, ça c'est son point de vue personnel. Mais en tout cas, sur les libertés, on voit qu'aujourd'hui les manifestations sont interdites, que des journalistes sont emprisonnés, qu'aujourd'hui, franchement, on ne peut pas dire que le Sénégal est un pays de liberté. On ne peut plus le dire. Merci. Merci beaucoup. Boubacar Camara, vous êtes donc le président du parti de la construction et de la solidarité, Diengou Tabakh. Vous étiez l'invité du jury du dimanche. Mamoudi Brakan à la présentation. Réseaux sociaux, Fatima Taba, Biram Pouy. Pour le compte d'Imedia.sn, au texte Cheikh Moussa Sarr, à la photo Pape Doudou Diallo, à la réalisation Sidignan et toute l'équipe technique qui l'accompagne. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.